La conférence de ce soir sur démondialisation, déglobalisation est, de notre point de vue, quelque chose d'extrêmement important. D'une part, parce que ça nous permet de comprendre le monde dans lequel on est. En même temps, ça va nous permettre, je le suppose et je l'espère, de confronter divers points de vue sur les solutions et les réponses que doivent apporter les courants critiques à cette chose-là. Et enfin, il faut absolument que les débats de ce soir, la conférence de ce soir, soit quelque chose qui soit utile pour la mobilisation à venir. Et parfois, le hasard fait bien les choses et nous sommes extrêmement contents, satisfaits que cette conférence intervienne quelques semaines avant un meeting militaire qui aura lieu à Toulouse le 30 novembre sur la question de la dette et sur la question de l'audit. J'interviendrai en fin de soirée pour vous donner un peu le programme que nous aurons et aussi pour vous inviter, vous inciter à adhérer à l'Université populaire qui n'a pas de grands moyens comme vous pouvez vous en noter, mais dont on pense qu'elle est d'une grande utilité par les temps qui courent. Donc je donne la parole à Geneviève pour commencer. Bonsoir tout le monde. Bon, il va falloir un petit peu tourner la tête pour pouvoir s'adresser à tout le monde. Alors, je vais, en la demi-heure chacun, donc tenter de poser les problèmes tels que je les vois ou les questions vis-à-vis de la démondialisation. Je parlerai beaucoup, je dirai pourquoi, de la déglobalisation et, comme alternative, aussi la relocalisation. Alors, je voudrais introduire en disant que la remise en cause de la globalisation économique et financière a été, dès sa création, dès son existence, au cœur du mouvement altermondialiste, ce qu'on appelle le mouvement altermondialiste. Je vais donner quelques dates. 1994, c'est l'insurrection au Chiapas qui a beaucoup marqué le monde, qui a eu un écho mondial. Pourquoi ça a été en 1994? C'était au moment de la signature de l'accord de libre-échange entre les États-Unis et le Mexique. Donc l'extension du libre-échange. 1999, Seattle, où là on a eu une mobilisation, une convergence justement des mouvements syndicaux, des salariés, des mouvements paysans, des mouvements de solidarité internationale, etc., qui, on peut le dire aujourd'hui, a fait dérailler l'Organisation mondiale du commerce, qui a bloqué, et ensuite il y a eu quelques suites. Je dirais aussi que la création des forums sociaux mondiaux s'est faite au départ en réaction à ce qu'on a appelé Davos, qui est vraiment les sommets économiques de Davos, c'est l'élite globale, souvent déconnectée totalement de toutes les réalités nationales qu'elle pourrait incarner, qui s'est retrouvée à Davos, et le Forum social mondial s'est construit contre ce que Suzanne Georges appelle cette classe de Davos, qui est une classe globale, complètement déconnectée, en tout cas en grande partie déconnectée de tout ancrage national ou local. De même, ça a été le combat contre les multinationales, contre l'idée d'entreprise globale qui a surgi dans les années 80. Pour attaque, ça a été le combat contre la finance globale, avec l'idée d'une taxe sur les transactions financières qui devait être véritablement internationale dans notre esprit. Et pour clore, évidemment j'oublie beaucoup de choses, il y a eu en 1997, c'était un petit peu avant, une lutte victorieuse contre l'accord multilatéral d'investissement, qui était un accord, rappelez-vous, qui véritablement libérait l'espace pour les multinationales, qui désormais pourrait se déployer absolument librement dans les pays, à l'abri de toute réglementation, puisque les États allaient être privés de toute réglementation possible. Donc ce combat contre la globalisation économique et financière, il a été fondateur en grande partie du mouvement altermondialiste, si bien que toute une partie du mouvement, pas en France, s'appelle No Global, en particulier en Italie où il a été très fort. Donc l'histoire de déglobalisation n'est pas étrangère du tout au mouvement altermondialiste. Il y a un livre qui est paru en 2002 d'un militant altermondialiste d'Asie, Malden Bello, c'est lui qui est le premier à employer ce terme. Son livre s'appelle « Déglobalisation, idée pour une nouvelle économie mondiale ». Je dis cela parce que ce n'est pas au nom d'un repli sur le local, bien entendu, déglobalisation pour une nouvelle économie mondiale. Et on a vu apparaître dans ces années, depuis une quinzaine d'années, des thèmes extrêmement importants dans lesquels arrive le terme de souveraineté et de droit des peuples. Souveraineté alimentaire,
aujourd'hui de plus en plus souveraineté énergétique, ça c'est des choses que porte le mouvement altermondialiste, et plus globalement souveraineté des peuples. Parce que justement cette souveraineté, elle a été bafouée par cette entreprise de globalisation économique et financière. Alors sur la globalisation elle-même, la première chose que je voudrais dire, c'est que ce ne sont pas seulement des politiques économiques. La globalisation est une véritable idéologie politique qui s'est propagée depuis une vingtaine, trentaine d'années. Je vais vite avec les outils de propagande qu'on connaît. La première chose, ça a été l'idée de « il n'y a pas d'alternative », donc il y a un seul monde, une seule politique possible. Et Alain Menck, vous vous souvenez, était distingué quand on l'attaquait sur la pensée unique, il nous répondait « ce n'est pas la pensée qui est unique, c'est le monde qui est unique ». Ça c'est vraiment l'idéologie, et je dirais la croyance, la foi quasiment, qui est de l'ordre de la foi sur l'idée de la globalisation. Alors ce que je voudrais dire, c'est que dans ce qu'on appelle le néolibéralisme, il y a eu en fait deux phases. Et c'est important de bien les voir pour comprendre aujourd'hui ce que peut signifier les limites de ce que peut signifier la démondialisation. Il y a une première phase du néolibéralisme dans les années 1970, début des années 80, c'est déjà le début de la crise. Cette première vague du néolibéralisme, ça a été une attaque du rôle de l'État dans les sociétés, du rôle économique de l'État, du rôle social de l'État, attaque de l'État-providence. Véritablement, là, ça a été attaque des services publics, de l'État-providence. Bon. Mais il y a eu ensuite une deuxième vague à laquelle nous avons affaire vraiment aujourd'hui, disons dans les années 80, années 90, où il ne s'agit pas simplement de s'attaquer à l'intervention de l'État, mais il s'agit aussi de s'attaquer à tout contrôle politique de l'activité économique. Et la cible, à ce moment-là, ça devient le pouvoir exécutif et les pouvoirs législatifs. C'est ce contre quoi nous avons combattu longuement, c'est l'Organisation mondiale du commerce, c'est la GCS, nous avons fait beaucoup de réunions là-dessus, l'accord général sur le commerce des services, et pour ce qui est de l'Europe, c'est tout ce qui est Maastricht par exemple, et tout ce qui a pu suivre le grand marché européen, et surtout l'accord de Maastricht avec ce qu'on connaît aujourd'hui. Ceci donc, encore une fois, ça va, c'est une deuxième phase, parce que ce n'est pas simplement l'intervention de l'État qui est contestée, c'est l'État lui-même en tant que structure qui peut réguler l'activité économique. Le meilleur gouvernement, c'est clairement le gouvernement du marché, et je crois qu'aujourd'hui nous avons l'aboutissement de ce processus-là de la globalisation avec ce qui se passe en Europe, Europe dans laquelle nous avons véritablement un gouvernement quasiment Goldman Sachs, puisque partout en Europe, aussi bien à la direction de la Banque centrale, en Italie, pour ce qui est du Premier ministre italien, en Grèce, pour ce qui est du Premier ministre grec, qui ont été choisis par les marchés, aujourd'hui ce sont des gens qui ont eu à voir avec l'organisation de Goldman Sachs en Europe. Je rappelle la banque quand même qui a consisté, qui a permis de maquiller en particulier les chiffres de la dette grecque, qui a très largement contribué à ce maquillage. Donc on arrive aujourd'hui à la fin du... Et donc, il s'agissait bien de libérer les grandes firmes transnationales de toute la régulation qui pouvait les entraver, et on arrive à une véritable domination des corporations industrielles et financières sur les États. Et l'outil majeur de cette deuxième phase, ça a été la promotion du libre-échange, de ce qu'on a appelé le libre-échange, qui est vraiment, si on le regarde bien, le protectionnisme des puissants. Il s'agit de protéger les intérêts des grandes firmes transnationales et de les libérer de toute contrainte qu'elles pourraient rencontrer sur leur propre chemin. Et dans cette globalisation, mondialisation, ce qu'il faut bien voir, parce que c'est ce qui nous est renvoyé aujourd'hui, c'est que ça n'a jamais été un projet d'élargissement des solidarités, ça n'a jamais été un projet d'élargissement des responsabilités nationales qui seraient devenues trop étroites dans un monde qui a changé. Au contraire, ça a été la suppression de toutes les formes d'encadrement, toutes les formes de régulation.
Et quand on nous dit aujourd'hui, mais enfin dans ce monde dans lequel nous sommes, la mondialisation néolibérale est absolument fatale parce qu'il y a des grandes questions internationales à régler, oui, il y a des grandes questions internationales à régler, j'en dirai un mot. Comment c'est pas possible? Je ne sais pas comment faire. Oui, il y a des grandes questions internationales à régler, mais justement, cette mondialisation-là n'a absolument pas réglé ces questions. Au contraire, elle a tout fait pour supprimer ces régulations dont nous avons absolument besoin. Ce que je veux dire par là, c'est que remettre en cause la globalisation économique et financière, ou bien la mondialisation néolibérale, ne signifie absolument pas, voire au contraire, de mettre en cause la nécessité d'une régulation internationale. Bien sûr que nous avons besoin aujourd'hui d'une régulation internationale, mais précisément, nous contestons la globalisation économique et financière parce que c'est l'inverse qu'elle produit. C'est une grande entreprise de dérégulation généralisée et du refus d'une loi commune. Voilà pourquoi j'emploie plutôt le terme globalisation. Parce que dans le terme mondialisation, il y a encore l'illusion qu'il y a un monde commun. Le terme de globalisation, c'est global. Global, c'est le globe. Le globe, bon, c'est le globe terrestre. Et justement, la globalisation, ça a été la destruction systématique de la possibilité d'un monde commun à l'intérieur des sociétés et entre les sociétés à l'échelle du globe, justement. Donc, ceci pour expliquer pourquoi le mouvement intermondialiste a été vraiment un moteur, je pense, et l'est toujours, d'une lutte contre cette globalisation économique et financière. Mais je voudrais maintenant, dans la deuxième partie, souligner, de mon point de vue, on va en discuter, c'est pour le débat, les insuffisances et les impasses de certains discours sur la déglobalisation et la démondialisation, en tout cas en France, et sur comment faire pour envisager justement des véritables sorties de crise. Alors le premier point que je voudrais souligner, avant d'entrer vraiment dans ce que je crois être des insuffisances, voire des impasses de la notion de démondialisation telle qu'elle a été mise en avant par certains, je voudrais revenir sur la nature de la crise que nous vivons aujourd'hui. Puisque la démondialisation est présentée comme étant la possibilité d'une sortie de crise. Donc ça veut dire qu'on revient un petit peu sur la crise. D'abord, il y a une ambiguïté sur le terme de crise. La crise laisse penser que nous avions auparavant une situation normale, les choses ne vont pas bien, il y a une crise à un moment donné, et ensuite on va retrouver une situation, voire parfois la situation antérieure, ou une situation normale. Vu ce que nous vivons aujourd'hui, c'est bien plus qu'une crise. Nous ne retrouverons pas aujourd'hui ce que nous avions avant la crise, ce que nous avions dans les années 1960-1970, et je vais expliquer pourquoi. Je pense qu'il nous faut nous garder de la nostalgie des 30 Glorieuses, de la nostalgie de ce qu'on appelle aussi le Fordisme, et certains discours sur la mondialisation, j'y reviendrai, sur la démondialisation, sont ancrés sur cette nostalgie, comme s'il suffisait de supprimer ce qui s'est passé depuis 20 ans, 30 ans, pour retrouver l'état de grâce que nous aurions eu auparavant dans les années 50, 60, 70. En effet, cette crise que nous vivons aujourd'hui, elle prend sa source dans les années 1970. C'est la même crise, alors qui bien entendu prend des formes complètement différentes. Je vais très vite, ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Cette crise qui a manifesté dans les années 1970 véritablement l'essoufflement du modèle d'après-guerre, de ce modèle de la croissance infinie de la production de masse, de la consommation de masse, et aussi en même temps dans le sillage de la possibilité que nous avons eue dans les pays européens, dans les pays industriels, dits pays développés, du développement de droits sociaux extrêmement importants. Mais nous avons oublié que dans cette croissance, qui pour les pays européens, pour les pays industriels, a apporté indéniablement un milieu social, des droits sociaux, nous avons oublié que nous représentions 1/10 de la population mondiale. Et que ce modèle-là, étendu à toute la planète, tout à coup, ne pouvait plus être vivable, pour des raisons toutes simples aussi, c'est que les ressources matérielles de la planète ne peuvent pas suffire pour globaliser ce modèle-là. Je parle du modèle matériel, je ne parle pas des droits, parce qu'on peut globaliser des droits sans extraire des ressources du sous-sol. On n'a pas besoin d'extraire des ressources du sous-sol pour globaliser ou mondialiser, internationaliser les droits. En revanche, ce modèle productif de production-consommation est arrivé, était à bout de souffle.
Donc une véritable crise du capitalisme, une crise du productivisme et une crise aussi d'un modèle. La crise pétrolière que nous avons eue dans les années 70 était déjà un symptôme extrêmement important. Face à cette crise, nous avons eu des réponses néolibérales. C'est les coalitions néolibérales qui ont gagné par rapport à cette crise des années 1970. Ça a consisté en quoi? Tout de suite, et dans les années 1970, avant que la Chine devienne, la puissance qu'elle est aujourd'hui. Comment on réagit les dirigeants dans les pays industriels dès les années 70? Ça a été la compression des parts salariales, la lutte, je vous le disais tout à l'heure, contre les prestations sociales. Rappelons-nous le plan Barre en 1976. On ne parlait pas des pays émergents à l'époque. Et pourtant, déjà, il y avait les politiques d'austérité qui ne passaient pas aussi bien qu'elles ne passent aujourd'hui, mais le processus de dévalorisation du travail était très très largement enclenché dès ces années 1970. C'est l'émergence et la promotion d'un capitalisme patrimonial, c'est-à-dire un capitalisme dans lequel ce qui compte, c'est la valeur pour l'actionnaire, et c'est l'élection de Giscard d'Estaing, les conflits dans la droite française, et qui ont donné l'élection de Giscard d'Estaing en 1974, c'est la bourgeoisie financière qui a gagné les élections en 1974 contre une bourgeoisie beaucoup plus industrielle. Vous voyez, ça puise loin le processus, y compris en France. Bon, de même, ensuite, le troisième point ça a été la poursuite de l'expansion, tenter de retrouver la croissance perdue par l'expansion, dans la pure logique qu'on connaît de l'impérialisme, de ce qu'a pu décrire Rosa Luxembourg et d'autres, et l'outil, ça a été le libre-échange avec l'Organisation mondiale du commerce. Je voudrais dire que le libre-échange, ça ne concerne pas simplement les échanges de biens et de services. Le libre-échange a permis la mondialisation de la production, l'internationalisation de la production, parce que ça a permis à ces entreprises globales de segmenter complètement leur production dans différents pays du monde et ensuite de pouvoir échanger librement et bien entendu sans payer les droits de douane, etc. Donc c'est de garantir le pouvoir de production des multinationales. Libéralisation de la finance, bien entendu, et politique d'endettement massif, puisque si on comprime les salaires et si on veut maintenir la croissance à tout prix, il n'y a pas 36 solutions, c'est l'endettement privé qui va permettre de pallier la réduction très très forte du pouvoir d'achat des salariés et du pouvoir d'achat populaire en général. Donc vous voyez, il y a eu plusieurs, ça a commencé, ce n'est pas 2007, c'est vrai, la crise financière éclate, bien entendu, mais le processus est enclenché, bien entendu, bien avant. Alors, cette crise que nous vivons aujourd'hui est une véritable crise de la globalisation. C'est une crise de la globalisation économique et financière qui s'est manifestée à plusieurs reprises. Mais ce que je voudrais dire, c'est que cette crise aujourd'hui est au cœur du système. Et que chez les puissants, je pense en particulier aux États-Unis d'Amérique, très largement suivis par l'Union européenne telle qu'elle est aujourd'hui, il y a un retour à l'unilatéralisme. Donc il faut faire extrêmement attention parce qu'il y a une démondialisation des puissants aussi. Il y a un retour à l'unilatéralisme qu'on voit quasiment dans toutes les institutions internationales, en particulier au niveau des Nations Unies. Je dirais un mot, par exemple, des négociations climatiques aujourd'hui. Il y a un retour très net, un refus de tout accord international, une remise en cause du seul accord international qui avait, c'est le protocole de Kyoto, et les États-Unis en tête, suivis par l'Union européenne, ne veulent plus entendre parler de traité international. Donc il y a un mouvement de démondialisation des puissants aussi, et de retour sur des intérêts nationaux. Troisième point, et dernier point que je voudrais aborder, c'est par rapport à la déglobalisation, par rapport à cette déglobalisation, donc, très souvent aussi, on oppose à la déglobalisation la relocalisation. La question qui se pose pour nous, c'est quelle est véritablement l'échelle qui est pertinente pour les choix politiques. Face à un monde qui, c'est vrai, s'est internationalisé, où est l'échelle pertinente véritablement pour enclencher des processus de transformation politique et sociale importants? Alors, un des arguments majeurs de ceux qui défendent la démondialisation, en tout cas de certains qui défendent la démondialisation en France, c'est par rapport à la désindustrialisation. C'est l'idée que la mondialisation a engendré la désindustrialisation.
Alors je pense que c'est vrai qu'il y a une désindustrialisation dans les pays européens, en France en particulier, mais qu'on ne peut absolument pas globaliser parce qu'il y a des schémas qui sont très différents selon les pays. Je vais parler de la France. On parle de désindustrialisation de la France, elle ne date pas d'hier. Elle ne date pas d'il y a 10 ans, d'il y a 20 ans. Elle date de choix industriels très forts, très puissants, qui ont été faits, y compris dans les années 50-60, et qui ont été faits par l'État français. Rappelons-nous comment le ministère du Plan et le commissariat au Plan étaient chargés de promouvoir des grands groupes industriels, tous ces grandes surfaces industrielles, voire des groupes publics capables d'être concurrentiels à l'échelle internationale. Et on a systématiquement, dans une tradition très jacobine, de concentration des pouvoirs, de grands groupes industriels qui ensuite sont passés au privé, entre nous, qui aujourd'hui sont au privé, on a totalement délaissé tout un tissu industriel de petites et moyennes entreprises. Nous en payons aujourd'hui sans doute le prix très fort. Donc, quand on parle de désindustrialisation, ce n'est pas en opposant la démondialisation qu'on va résoudre le problème de la désindustrialisation. Aujourd'hui, le problème central de la crise, ce sont des choix industriels à faire. Quels sont les choix industriels que nous devons faire, Et nous avons un héritage qui est lourd de ce point de vue-là, avec quand même des grands échecs industriels absolument pathétiques. Pensons au Concorde, pensons aux France, pensons à la C2I, pour ceux qui se souviennent, ce pôle informatique national qu'on voulait construire. On a eu une série d'échecs industriels extrêmement importants, tout en n'ayant pas construit ce réseau de PME dont nous aurions tant besoin. Donc ces grands groupes qui ont dévitalisé le tissu industriel. Et aujourd'hui, que constate-t-on? Alors on peut parler de la démondialisation. Moi, j'y reviendrai sur les questions du protectionnisme. Mais si nous sommes capables de faire des choix industriels véritablement, pour revitaliser les territoires, qui mettent comme objectif l'emploi, mais pas le sous-emploi, les emplois de qualité. Regardons ce qui se passe aujourd'hui avec Peugeot. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on délocalise et qu'est-ce qu'on supprime? C'est des emplois qualifiés aussi. C'est la recherche-développement qui aujourd'hui est supprimée. Et donc, si nous ne faisons pas ces choix industriels véritablement, et je vais dire comment je les vois un petit peu, rapidement, eh bien nous serons coincés entre la délocalisation, nous serons coincés avec la délocalisation, avec ces histoires de délocalisation. Donc, il ne faut pas peur d'affronter, je crois aussi, aujourd'hui, les questions de reconversion du tissu industriel. Et c'est sans doute aujourd'hui, j'emploie le terme assez criminel, de ne pas anticiper à 10 ans, à 20 ans, ce qui va se passer dans l'industrie, compte tenu des réalités mondiales aujourd'hui, de la place de l'Europe dans le monde, qui n'est pas celle d'il y a un siècle aujourd'hui, et de la place de certaines industries qui sont des industries du futur. Concernant l'automobile, effectivement, nous devons réfléchir à une politique de transport qui permette une reconversion de l'industrie automobile et qui permette d'utiliser ces savoirs qui sont aujourd'hui bradés au nom de la délocalisation, de la recherche du profit, etc. Peut-être je vais heurter certains, je pense que les choix qui risquent d'être faits aussi concernant la filière nucléaire risquent fort de nous engager dans un échec industriel tel que nous avons connu déjà précédemment. Nous sommes en train de liquider tout un réseau, toute une filière qui était en train de se construire dans les énergies renouvelables, en particulier le photovoltaïque, dont on sait que c'est créateur d'emplois pour protéger une industrie dont on sait, on pourra en discuter, dont son avenir en tout cas est plus que discutable. On continue, les mêmes d'ailleurs qui parlent de démondialisation aujourd'hui, à soutenir des projets comme l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, qui sont des hérésies industrielles, politiques et économiques, au lieu de favoriser précisément d'autres modalités de transport, d'autres modalités d'industrialisation. On est en train de se lancer aujourd'hui dans des projets de TGV ou de LGV, ligne grande vitesse, au lieu de repenser une relocalisation des activités. Et à ce moment-là, si nous sommes capables, au niveau français, au niveau sans doute européen, de repenser un projet industriel, à ce moment-là, on peut envisager effectivement des protections aux frontières. Des protections non pas pour protéger les intérêts des multinationales, mais pour protéger des choix industriels qui sont orientés véritablement vers l'emploi, vers aussi une transition écologique et sociale qui est absolument nécessaire. On peut envisager plusieurs modalités, taxes au kilomètre par exemple pour les produits, pour éviter que les produits fassent des kilomètres partout, etc., etc. Dernier point que je voudrais indiquer, c'est ces histoires de relocalisation. Je pense qu'il
faut se méfier aussi des questions de relocalisation, même si je suis une ardente défenseuse d'un processus de la relocalisation. Je prends le cas de l'agriculture. Il est évident aujourd'hui qu'il faut arrêter toutes les logiques de l'agriculture d'exportation, notamment dans les pays du Sud, qui ont ruiné ces pays du Sud et qui empêchent les peuples de pouvoir se nourrir. Je ne vais pas le développer. Mais concernant l'agriculture, c'est évident qu'il faut une relocalisation de l'agriculture. Il faut promouvoir les circuits courts de l'agriculture. Il faut promouvoir les savoirs qui ont été, repromouvoir les savoirs qui ont été enfouis. Mais en même temps, il faut promouvoir les souverainetés alimentaires. Mais en même temps, nous savons que nous avons besoin absolument d'une régulation internationale des prix agricoles. Nous aurons beau vouloir relocaliser, si nous n'arrivons pas à maîtriser les prix agricoles au niveau international, si nous n'arrivons pas à maîtriser l'accaparement des terres qui est en train de se faire aujourd'hui au niveau international, eh bien, nous aurons beau relocaliser, nous serons soumis toujours aux mêmes puissances. Bien entendu, ce qui va de soi, c'est la question du climat aussi. Pour le climat, nous avons besoin de plans locaux pour le climat, des plans régionaux, des plans nationaux. Nous avons besoin d'actions locales par rapport au changement climatique, de manière à éviter l'emballement climatique qui nous guette quand même. Les nouvelles ne sont pas très bonnes de ce côté-là, mais en même temps, ceci n'aurait pas de sens s'il n'y a pas une régulation internationale. Et donc je conclus pour dire que je pense que quand nous nous bagarrons par rapport à la globalisation économique et financière, bien entendu que ça fait 20 ans que nous nous bagarrons contre cette globalisation économique et financière, mais dans notre esprit, elle ne peut pas être déconnectée des choix profonds, des choix industriels, des choix politiques profonds. Ça ne peut pas être un slogan, parce qu'à la limite, la démondialisation peut être quelque chose d'aussi apolitique que ne l'a été la globalisation, ou ne se voulait la globalisation ou la mondialisation libérale. Et je termine sur l'Europe. L'Europe, aujourd'hui, nous vivons à la fois une crise interne de l'Europe, de l'Union européenne, mais nous vivons aussi une crise externe. Je le disais un petit peu, la place de l'Europe, nous vivons un monde qui est largement post-colonial aujourd'hui. Et ce qui se passe dans les pays arabes nous le rappelle aussi. Nous ne sommes plus en 1950, au temps du colonialisme, où nous avions le pétrole bon marché, où nous avions toutes les ressources que nous voulions dans le monde extrêmement bon marché. La place de l'Europe dans le monde s'est aussi modifiée. Nous avons à en prendre acte pour tenter, au niveau en tout cas significatif de l'Union européenne, pour retrouver la possibilité de représenter à nouveau un modèle, mais pas un modèle d'accompagnement de cette mondialisation, de cette globalisation, mais un modèle pour une véritable transition écologique et sociale. Voilà, je crois qu'il faut absolument que l'humanité, que nous puissions redevenir le sujet de notre propre histoire. Et c'est ça le problème, c'est que la globalisation nous a enlevé le fait de pouvoir être le sujet de notre propre histoire. Quand on entend aujourd'hui, tous les jours, les informations sur les marchés qui ne sont pas contents, les marchés s'inquiètent, etc., etc., il faut quand même savoir aujourd'hui que nous sommes gouvernés par des ordinateurs aussi. 75% des transactions financières s'effectuent automatiquement par ordinateur, sur des simples clics. Et les 25% autres, c'est quand même aussi beaucoup de traders complètement cocaïnomanes aujourd'hui quand même, qui prennent ces décisions-là. Donc il y a une urgence vitale à se récupérer, nous, comme sujet de l'histoire. Et ça, nous devons combattre la globalisation économique, et c'est plus que la démondialisation. Voilà, je pense que j'ai peut-être un peu